à, à l'INSPE Clermont-Auvergne et j'interviens en tant que psychologue social de l'éducation, principalement sur les questions de scolarisation inclusive. Et mon parcours doctoral, qui s'est achevé il y a maintenant 10 ans, il faut que j'arrête de compter, ça veut dire, euh, il s'était intéressé déjà à la question de de l'évaluation à travers le fonctionnement du système universitaire et l'impact que ça pouvait avoir sur les étudiants issus de milieux défavorisés. Et aujourd'hui, ces interrogations, elles se posent surtout autour de la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers. Et donc, je vais vous parler en tant que psychologue social et en tant qu'expérimentaliste et quantitativiste. Ça vous donne un ancrage sur ce que je peux faire. Euh, les travaux que je vous présente, j'ai la chance qu'ils soient soutenus par dans le cadre de différents projets. Et donc, ça m'a offert un confort que bien des collègues n'ont pas. Je suis donc très chanceux de pouvoir vous présenter ces différents éléments. Euh, pour essayer de situer mon propos, parce que j'avais pas une visibilité très claire sur qui serait là ou pas, je vais donc, et je suis désolé, assumer une très grande hétérogénéité du collectif et repréciser quelques éléments qui peut-être sembleront euh, euh, pénibles pour certains, mais je m'en excuse, mais ça me semble important. Alors, le cadre de travail dans lequel je m'inscris, c'est celui d'une école pour tous et toutes, euh, en partant du constat que, en fait, notre système éducatif français, il est, on le sait et on l'entend à beaucoup d'occasions, un système très inégalitaire entre notamment les étudiants, les élèves issus de milieux favorisés et les élèves issus de milieux moins favorisés. Mais quand on parle des inégalités, on parle quand même très souvent, en fait, uniquement des inégalités de réussite. Et notre système éducatif, il n'est pas que inégalitaire du point de vue de la réussite, il est aussi inégalitaire du point de vue de l'accès simplement au système éducatif, puisque, eh bien, on a aujourd'hui un certain nombre d'élèves qui n'accèdent pas aux apprentissages, qui n'accèdent même pas à la porte de l'école, et quand ils y sont, eh ben, parfois peuvent se retrouver marginalisés euh, en raison de leurs besoins éducatifs particuliers. Pour donner une idée, hein, aujourd'hui, on a près de 14,8% d'élèves parmi les élèves identifiés en situation de handicap qui ne vont jamais à l'école ordinaire. Euh, ça ne compte pas les élèves pour qui on n'a pas le chiffre et qui sont sans solution de scolarisation. Donc on a des élèves qui se retrouvent empêchés d'accéder à l'école. Et c'est ce que aujourd'hui on résume autour de la thématique de l'école inclusive, hein, c'est que notre système va laisser une place et va se transformer pour laisser une place à la scolarisation de tous les élèves et notamment les élèves à besoins éducatifs particuliers. Alors, j'ai dit que j'assumais une hétérogénéité très forte, donc peut-être pour ceux et celles qui sont moins familiers, notre système éducatif au cours des dernières années, il a évolué d'un système qu'on peut qualifier de ségrégatif à aujourd'hui un système inclusif. Et j'en veux pour preuve le fait que l'article premier du Code de l'éducation dit que le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves, qu'il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser, et il veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants sans aucune distinction. Donc, d'un point de vue législatif, il n'y a aucun doute sur le fait qu'aujourd'hui, l'école française doit être inclusive. Alors, la différence entre la mise en œuvre et la législation est, euh, est importante, mais en tout cas, de ce premier point de vue, il n'y a pas trop de doute sur le fait que, il doit y avoir une scolarisation pour toutes et tous. Euh, le problème, c'est que l'école, et donc, pardon, pour finir sur ces éléments de définition, l'UNESCO va dire, par exemple, que l'inclusion, alors j'aime pas bien ce terme, mais bon, peu importe, on y reviendra peut-être, c'est un environnement éducatif qui adapte la conception, les structures physiques, les méthodes d'enseignement, les programmes euh,
à, euh, pour qu'il soit accessible à tous les étudiants sans discrimination. Euh, Ça veut dire qu'en fait, tous les élèves doivent avoir les mêmes opportunités d'apprentissage à l'école, mais aussi toutes les mêmes opportunités de démontrer leurs compétences et leurs apprentissages. Et quand on parle d'école inclusive, très souvent, on reste sur le premier niveau qui est accéder aux apprentissages, mais démontrer ces apprentissages dans le cadre de l'évaluation, c'est un point un peu, on verra, un point de tension assez fort dans le contexte de la mise en œuvre de la scolarisation inclusive. Un dernier élément de définition, et peut-être que vous pouvez garder ça en tête, c'est May Lensko qui travaille sur cette question-là et qui dit dans un papier de 2020 que chaque élève compte et compte de manière équivalente. Ce que ça veut dire, c'est que aujourd'hui, et on l'a vu à travers la consultation organisée par un syndicat très récemment, quand on parle d'école inclusive, on parle bien souvent à tort de scolarisation pour les élèves en situation de handicap, mais en fait, l'école inclusive, c'est bien l'école de toutes et tous, et que c'est pas conditionné à être en situation de handicap que de bénéficier de l'école inclusive. Alors, un problème, c'est que notre école, elle n'a pas que cet objectif-là. Notre école, elle est inscrite dans des sociétés qui sont compétitives et à ce titre, elle doit servir ces sociétés compétitives. Alors, je m'excuse pour les collègues qui m'écouteront ou qui m'écoutent tout de suite parce que ça paraît un peu euh, surprenant que de dire des choses comme ça, mais notre école, en fait, elle vise à assurer notre compétitivité en tant que pays en ayant une double fonction, une fonction de formation d'abord, évidente, hein, on va chercher à développer les compétences des élèves. Je je vous passe le choix d'être performant, hein, des emplois exigeants et des savoirs techniques sophistiqués. C'est une fonction de formation, mais c'est déjà une fonction de formation qui est un peu adressée. Et pour s'assurer qu'elle nourrisse nos sociétés et notre compétitivité, elle a aussi, notre école, une fonction de sélection, c'est-à-dire identifier les élèves les plus capables, les plus motivés, qui pourraient du coup occuper les positions statutaires les plus enviables. Donc on a ici un double système, hein, un système qui doit former tout en identifiant les élèves les plus dignes d'être sélectionnés dans le système. Et on le verra tout à l'heure, un des marqueurs de cette dignité, c'est notamment le mérite individuel, hein, parce qu'on va dire qu'on va sélectionner, on va choisir les élèves les plus méritants. Ce fonctionnement, il a des répercussions, hein. Il a des répercussions à la fois sur les usagers de notre service public d'éducation que sont les élèves. Il y a beaucoup de travaux qui ont montré que ce contexte de compétition, même dans dans les petits niveaux où on pourrait croire que la sélection est absente, elle produit des différences dans l'orientation motivationnelle, dans les comportements d'entrave des enfants, et elle a aussi un impact sur les agents de ce système que sont les enseignants. Et ensemble, ça concourt finalement à la reproduction des inégalités, tant de réussite que d'accès, et je vais vous essayer de vous illustrer ça. Puisqu'en fait, les enseignants, ce qu'il faut comprendre, ben, c'est qu'en tant qu'agents du système, ils sont censés faire fonctionner ce système. Et faire fonctionner ce système, ça veut dire qu'ils doivent inscrire leur action dans le cadre des principes fondamentaux et dans le cadre réglementaire de l'école. Et bah, dans ce cas-là, on pourrait se dire, bon, ben, en lien avec ce qu'il nous a dit sur l'article 1er du Code de l'éducation, ils doivent donc assurer la scolarisation inclusive, mais en fait, ils doivent aussi assurer cette sélection. Alors, cette sélection, c'est pas quelque chose qui est explicité dans le Code de l'éducation parce que les premières entrées qu'on va trouver sur la sélection, c'est dans le système universitaire. Avant, on parle pas de sélection, mais ça fait partie du fonctionnement implicite de notre école. Et à ce titre, les enseignants, ils savent qu'ils doivent contribuer à identifier les élèves. Et ça peut générer parfois des tensions, hein, de se dire mais je contribue, je dois sélectionner. Moi en maternelle, je sélectionne pas les élèves. Évidemment qu'en maternelle on sélectionne pas les élèves, mais quand on dit aux parents
tout va bien, votre enfant fait partie des meilleurs de la classe, on est déjà en train de créer une hiérarchie et structurer les rapports entre les élèves vis-à-vis de l'institution. Et donc, moi, je me suis interrogé avec des collègues sur en fait cette compatibilité entre cette dynamique inclusive et la sélection. Parce que comme ça, a priori, on peut se dire que d'un côté, favoriser la participation de tous et toutes à l'école, en fournissant les mêmes opportunités d'apprentissage à chacun, ça n'entrave pas nécessairement le fait d'identifier les élèves les plus motivés, les plus méritants, etc. Et donc, on s'est posé la question parce qu'en fait, on se rendait compte à la lecture des textes et aussi à la confrontation à des premiers résultats de terrain, que, en fait, c'était pas aussi clair que ça, que ces deux fonctions étaient indépendantes l'une de l'autre. Et notamment, ce sur quoi on s'est penché, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est cette logique de mérite qui est sous-jacente à la fonction de sélection. Parce que si on s'intéresse à ce qu'est une partie de la dynamique inclusive, c'est finalement des pratiques pédagogiques centrées sur les réponses aux besoins des élèves. C'est donc reconnaître explicitement que tous les élèves ne sont pas identiques et donc ont des besoins différents pour accéder aux apprentissages, pour démontrer leurs compétences. Euh, et dans le même temps, on a ce système de méritocratie scolaire qui dit, ben, en fait, à l'école, tout le monde a sa chance, il suffit de faire des efforts, et celui qui fait le plus d'efforts, c'est celui qui, du coup, mérite le plus, etc. Et donc, on a une logique de besoin d'un côté et une logique qui différencie les élèves et une logique méritocratique qui veut les rendre purement comparables. Et ben, en fait, ça marche pas. Et ça amène les collègues sur le terrain à dire, mais moi, je veux bien aménager son examen, mais je peux pas compter sa note dans la moyenne parce qu'il n'a pas fait pareil que les autres. Ah bon? Mais en fait, c'est quoi que tu vises avec ton évaluation? Je croyais que tu voulais savoir où il en était des apprentissages. Oui, mais du coup, c'est pas juste par rapport aux autres. Et cette tension-là, en fait, on n'est pas les premiers à la postuler, hein. En fait, déjà à la fin du siècle dernier, il y avait des collègues qui avaient exprimé qu'il y avait une contradiction entre cette pression simultanée de la politique de l'éducation vers des niveaux plus élevés de compétition et l'engagement en faveur d'une éducation inclusive. Donc nous, on a essayé d'apporter des éléments d'éclairage parce que en fait, euh, quand on est enseignant et qu'on est face à ce dilemme, ce dilemme, il a des implications à la fois sur ce que l'on pense, mais aussi sur ce que l'on fait. Je vais vous balayer une série d'études qu'on a conduites pour essayer d'illustrer comment ce dilemme il influence les collègues et pour essayer de réfléchir à ce que ça dit en fait aujourd'hui de notre système éducatif en lien avec cette incompatibilité. Donc, la première étude que je veux vous montrer, c'est une étude qu'on a conduite auprès d'enseignants du premier et du second degré, dans lequel on a mesuré leurs attitudes envers l'école inclusive, c'est-à-dire la mesure dans laquelle ils soutiennent cette politique de scolarisation pour tous les élèves. Euh, euh, on a dans le même temps mesuré leur perception de sélection du système éducatif avec des items de ce type. Le système éducatif vise à repérer qui parmi les élèves d'une classe sont ceux et celles qui sont les plus aptes à poursuivre leur cursus. Et on a simplement fait une corrélation entre les réponses associées à chacune de ces deux mesures. Et ce que les résultats montrent, c'est qu'en fait, plus les collègues y perçoivent que le système il est sélectif, au moins ils soutiennent la politique de scolarisation inclusive. Donc ça, c'était une première petite pierre. Ces données, on les avait retrouvées aussi dans des entretiens qu'on avait pu faire avec avec un certain nombre d'enseignants, où on retrouvait pour une partie d'entre eux cette contradiction dans des verbatims qui étaient assez clairs, avec le fait de dire oui, mais en fait, dans ce contexte où moi je dois identifier, classer les élèves, ça me paraît pas très juste que certains aient des choses en plus par rapport aux autres. Euh, et dans une étude complémentaire, on a répliqué cette étude-là, et ce qu'on a montré, c'est qu'en fait, ce lien-là, il s'expliquait par le fait que plus les enseignants ils adhèrent à cette idée
pardon, ils reconnaissent cette politique et cette fonction de sélection, plus dans le même temps ils adhèrent à l'idée de méritocratie scolaire. Et en fait, moins ils ont des attitudes favorables à l'égard de la scolarisation inclusive. Donc en fait, tout se passe comme si euh, je fais partie d'un système qui contribue à identifier, à sélectionner les élèves. J'ai besoin d'un levier rationnel pour sélectionner les élèves, et ce levier rationnel, c'est celui qu'on nous communique à outrance, qui est celui de la méritocratie scolaire. Et d'ailleurs, je vous alerte que euh, nos différents ministres de l'Éducation, alors on en a eu beaucoup ces derniers temps, donc ça permet d'avoir une vision un peu, euh, un peu large. En fait, ils sont très prompts à convoquer la méritocratie scolaire dans leur parcours pour justifier leur, euh, leur réussite et leur présence là. Par exemple, c'est Pape Ndiaye, hein, lors de son discours d'intronisation, qui avait explicitement dit: Je suis un pur produit de la méritocratie scolaire. Donc cette méritocratie scolaire, elle est cardinale vraiment dans notre école, et donc tout ce qui peut venir la questionner et la menacer, entre guillemets, ça menace l'institution en tant que telle, et donc du coup on peut être tenté de le rejeter. Euh, alors, c'était intéressant d'avoir cette vision sur les attitudes, mais en fait, la, la sélection, comment elle se matérialise concrètement dans la pratique du quotidien des enseignants, c'est pas quelque chose qui est saillant avec tous les jours, je dois sélectionner, hein, mais il y a un moment évidemment qui est clé, c'est le moment de l'évaluation. C'est le moment de l'évaluation parce que, en fait, alors même que les textes vont dire que l'évaluation, elle sert au processus d'apprentissage, et qu'ici, je pense que chacun est d'accord pour dire qu'elle doit servir le processus d'apprentissage, il n'empêche que c'est le moment où, pour les collègues, c'est un point de tension vraiment très fort. Je vous donne cet exemple qui est très personnel parce qu'il fait référence à ma nièce. Elle n'écoutera pas le webinaire, elle m'en voudra pas. Euh, Ma nièce, elle a un PAP, un plan d'accompagnement personnalisé, parce qu'elle est dyslexique. Et elle me dit, j'ai eu 19 sur 20 en histoire. Alors là, c'est pas exactement le même, mais mon voisin de table, il m'a dit: Oui, mais c'est normal, toi, tu as un PAP, c'est plus facile. Et je lui dis: Est-ce que c'est plus facile avec un PAP d'avoir 19 sur 20 en histoire? Elle me dit: Mais attends, t'y es même pas. Le prof d'histoire, il refuse de mettre en place les aménagements du PAP parce qu'il trouve que c'est pas juste. Donc en fait, dans ce moment-là, c'est comme si la performance potentielle d'élèves, parce qu'ils auraient des aménagements, en fait, serait questionnante. Et je vous l'ai dit, hein, moi en formation continue, quand je fais surtout de la formation dans le second degré d'ailleurs, c'est vraiment une question vive pour les collègues de se dire, et je pense avec beaucoup de précautions, mais voilà, est-ce que c'est juste en fait par rapport aux autres? Est-ce que je peux vraiment compter la note dans la moyenne à partir du moment où il y a des aménagements? Et, euh, et en fait, cette évaluation, c'est vraiment, et pardonnez-moi l'expression, mais je la trouve au moins elle a le mérite d'être claire, c'est vraiment le bras armé de cette fonction de sélection, parce que c'est elle qui va permettre, dans un second temps, de participer au processus d'orientation, de participer à des classements. Peut-être certains d'entre vous viennent de classer des étudiants sur mon master, et à un moment donné, peut-être que c'est les notes obtenues en licence qui ont servi d'éléments de discrimination, et donc, oui, c'est grâce à l'évaluation qu'on a ces notes, donc c'est elle qui nous permet de sélectionner. Euh, et je suis là aussi pas le premier à y avoir pensé, hein. On a une collègue formatrice d'enseignants qui déjà avait pointé ça dans un papier en 2016, qui expliquait, hein, voilà, il y avait une tension autour de cette question de l'évaluation. Et moi, ce qui m'a intéressé autour de cette question-là, c'est de voir comment cette évaluation, finalement, on la pense, on la raisonne, notamment lorsque on doit adapter les supports d'évaluation. Je vais un peu vite. Est-ce que ça va? Est-ce que vous voulez qu'on fasse un premier point là pour Hmm. échanger, ou Je ça ne va? sais pas. Alors voilà, je m'adresse au public. Est-ce que ça vous va? S'il y a des remarques, des questions, s'il y a des questions aussi, voilà, que vous pouvez poser, on peut prendre une ou deux. Hmm. Si vraiment ça,
c'est très, ça vous titille, c'est très important. Sinon, je Sinon, on laisse. compte. Voilà. Ça va, d'accord. Ok, Donc, je vois ok, que ça ça va va, pour tout le très monde. bien. Je vois pas des mains levées. Tu peux. Ok, merci. Et donc la question là que je vais vous présenter, c'est finalement quel recours à l'évaluation adaptée. Quand je dis adaptée, c'est donc aménagé pour répondre aux besoins d'un élève en particulier. Et donc on a conduit une étude qui avait d'ailleurs été présentée lors du colloque par ma collègue de l'ADME en Guadeloupe, Camilla Kamzina, euh, qui s'est intéressée en fait à mettre en évidence expérimentalement que les enseignants seraient plus disposés à mettre en œuvre des adaptations pédagogiques lors des leçons que lors des évaluations. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une situation fictive auprès de 600 enseignants du premier degré, pardon, autour d'une situation de classe de CM1 et on leur dit, ben voilà, avec votre classe, vous voulez travailler la compétence, identifier les informations explicites d'un texte et commencer à traiter l'implicite. Donc on crée une condition en essayant d'être au plus proche de leurs préoccupations de terrain et on leur dit, ben, dans la classe, tu as 25 élèves, dont un qui présente des difficultés persistantes d'attention, de compréhension, notamment lors de la lecture de consignes et aussi quelques difficultés de communication. Et on leur a présenté ensuite des supports pédagogiques que je vais vous montrer. Et on leur a demandé ben, dans quelle mesure tu choisirais ce support, à la fois pour la classe et puis pour l'élève en question, au moment de la leçon et au moment de l'évaluation. Donc si je vous montre les supports, on avait pris ça d'un manuel avec un texte sur cette compétence-là, hein. Et puis, à l'aide de l'enseignante spécialisée qui faisait son mémoire sur cette question-là, on avait transformé ce support pour répondre aux besoins de l'élève en question. Il y avait un support intermédiaire aussi qui était un peu moins accessible, mais l'idée c'était de leur présenter trois supports parce que l'argument premier des collègues quand ils disent et quand on leur demande de mettre en œuvre l'école inclusive, c'est qu'ils disent qu'ils n'ont pas les ressources. Donc là, on voulait gommer cet élément-là en disant, tiens, je te donne les ressources et donc qu'est-ce que tu choisis dans ce contexte-là? Et on avait fait pareil pour l'évaluation, avec l'évaluation issue du manuel et une évaluation créée pour répondre aux besoins des élèves. Cette évaluation n'était pas parfaite, mais elle avait pour objectif de traduire la compréhension du texte de l'élève. Et ce qu'on a observé, je sais pas si j'ai un marqueur, je sais pas comment faire ça. Je peux faire un truc, là? Pardon. Si je fais ça, vous voyez un point rouge? Oui. Oui, oui, Ok. oui. Ce qui nous intéressait, c'était surtout ce qui se passait pour l'élève à besoins éducatifs particuliers et ce qui se passait dans les deux niveaux de matériaux. Celui qui était pas accommodé, pas aménagé, le manuel classique, et celui aménagé. La bonne nouvelle, c'est que quand on propose le matériel aménagé, en fait, les collègues, ils sont extrêmement prompts à vouloir l'utiliser. Ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que, en fait, ben, si on donnait les ressources, peut-être qu'effectivement, on pourrait favoriser un parcours plus inclusif pour certains élèves. Bon, je me permets de noter qu'en fait, ils sont d'accord pour le donner à l'élève, mais un peu moins quand même pour la classe. Alors qu'en fait, on pourrait imaginer dans une perspective universelle sur laquelle je reviendrai, que ben, si ça fait pas de mal à lui, ça ferait pas de mal à d'autres, hein. Mais il y a une petite réticence. Ce qui est intéressant, c'est que si on s'intéresse maintenant à l'autre partie sur l'évaluation, eh ben en fait, on a toujours cette supériorité du matériel aménagé par rapport au matériel non aménagé, ce qui est une bonne nouvelle. Mais on peut constater que la différence entre ici et ici, elle est bien, bien plus réduite dans le contexte de l'évaluation. Donc, si on voit le verre à moitié plein, on se dit, ah bah, tu vois, ils ont quand même utilisé ils ont quand même choisi le matériel aménagé, mais ils ont eu l'air, dans cette phase d'évaluation, de préférer quand même, enfin, de créer un rééquilibrage avec ce matériel non accommodé. Et d'ailleurs, on voit une différence plus notable sur la classe, où là, pour le coup, ils vont choisir le matériel non accommodé. Euh, et donc, ben, en fait, ça questionne ces réticences. On les avait déjà touchées du doigt. J'en ai parlé dans le cadre de l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. En fait, il y a cette crainte que ce soit pas juste.
Et donc, on s'est posé cette question explicitement. euh, euh, qu'est-ce qui, comment est-ce que, pardon, comment est-ce que ces aménagements d'examen, en fait, finalement, ils sont euh, perçus par les collègues enseignants. Ça nous intéressait parce qu'on se dit s'il y a des aménagements qui sont plus acceptables, entre guillemets, ça veut dire qu'on va pouvoir en faire la promotion. Et à l'inverse, si certains sont pas du tout acceptables, il faut essayer de comprendre pourquoi ils le sont pas. Et donc, on a fait, basé sur cette hypothèse clé du mérite et de cette notion d'effort, en fait, on a fait l'hypothèse que différents aménagements qui existent vont être perçus distinctement en termes de justice, avec notamment une différence marquée pour ceux qui laissent à penser que les efforts à fournir seraient différents. Si je fais un parallèle avec le monde du sport et la participation des athlètes euh, amputés avec les valides sous couvert de l'utilisation de prothèses, euh, il y a un espèce de donc qui n'est pas autorisé, hein, ou très peu, ou de manière très marginale. Il y a cette idée que parce qu'ils ont des prothèses, en fait, ils font moins d'efforts que les athlètes valides. Et en fait, il y a cette idée que la compensation individuelle, elle viendrait toucher cette dimension des efforts. Alors souvent, quand on me dit ça, j'enlève mes lunettes, puis je vais jusqu'au visage de la personne, je m'arrête à quelques centimètres en disant, est-ce que je fais assez d'efforts pour vous maintenant? Ça va? Parce que moi, je vois rien sur mes lunettes. Alors généralement, ça calme un peu la personne parce que on rentre dans sa bulle. Mais c'est vraiment intéressant de comprendre cette notion d'effort qui est derrière. Et donc, on a mené une série d'études, d'abord dans le cadre d'un projet dont je vous parlerai tout à l'heure, où on avait mesuré à la fin de chacune des expériences qu'on avait réalisées dans ce projet, la perception de justice des aménagements qui pouvaient être proposés aux élèves en situation de handicap. Donc, on en avait choisi 5 de manière un peu arbitraire, avec le tiers-temps, l'ordinateur, la secrétaire, un oral plutôt que l'écrit, ou la dispense ou l'exemption d'une partie de l'examen. Et donc, dans ces 5 études, on avait plusieurs populations différentes, des étudiants, des enseignants majoritairement, mais aussi la population générale. Et on a regardé un peu ce qu'ils nous disaient en termes de justice. Et sans trop de surprise, ce qu'on va constater, c'est que par exemple, le tiers-temps et l'ordinateur, qui peuvent être attribués comme aménagement, ils sont jugés plus justes que les autres aménagements. Ce qui est jugé de manière moins juste, c'est l'oral plutôt que l'écrit et la dispense d'une partie de l'examen. Ça, on n'aime pas bien. Ça, c'est pas vraiment perçu comme étant juste. Le secrétaire, alors que moi, je faisais plutôt une hypothèse sur le fait que ce serait perçu plus négativement et semble occuper une position intermédiaire. Ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, entre les études, entre les populations, il y avait très peu de variations. Donc c'est comme s'il y avait un espèce de consensus entre les acteurs sur ces différents aménagements. Alors là aussi, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre pourquoi il y a de telles variations. Pourquoi est-ce qu'il y a de telles variations? Parce que parfois, en fait, si on pense à un élève qui a des difficultés attentionnelles marquées, la dispense d'une partie de l'examen pour lui permettre de démontrer efficacement ses compétences, elle est probablement extrêmement pertinente et elle n'entache pas ce que les autres vont faire. Mais pour lui permettre de développer et de démontrer ses compétences, il a probablement besoin de ça. Si on pense à un élève qui a des difficultés graphomotrices très marquées, ben, un oral plutôt qu'un écrit, c'est peut-être un meilleur moyen pour démontrer ses compétences. Et pour autant, eh ben, euh, s'il n'y a pas de perception de justice, on peut facilement imaginer que derrière, peut-être, il y aura pas une reconnaissance des compétences aussi justement. Alors nous, on a essayé d'expliquer ces différences. Je vous ai parlé de cette idée de sélection et de ce poids d'identifier les élèves les plus méritants. Et notre hypothèse a été de dire que, en fait, le problème des aménagements, c'est qu'ils réduiraient la comparabilité des performances entre les élèves. Tout se passe comme si, comme les collègues peuvent le dire sur le terrain, à partir du moment où il y a l'aménagement, je peux plus comparer les performances des élèves entre eux, alors que je redis, pour que ce soit clair, que c'est pas l'objectif normalement, en tout cas ce que disent les textes vis-à-vis de l'évaluation dans le contexte éducatif.
Euh, d'où cette question qui peut émerger pour certains collègues. Donc on a refait la même chose, peu ou prou, auprès de 700 enseignants du premier, du second degré. Si je vous montre à quoi ça ressemble, on avait ajouté la salle séparée, qui est un aménagement qui peut exister aussi. Sur la justice perçue, on va retrouver un pattern assez cohérent avec ce qu'on a obtenu dans l'étude 1, pardon, avec le tiers-temps et l'ordinateur, et les quatre autres qui sont perçus de manière un peu moins juste. Et ce qui est intéressant, c'est quand on ajoute la comparabilité, en fait, à part la salle séparée où la comparabilité perçue est la même, en fait, il y a toujours un décalage de comparabilité. C'est-à-dire que à partir du moment où il y a un aménagement, les collègues ils vont ressentir un doute sur est-ce que la performance est la même à partir du moment où il y a l'aménagement. Notez, et c'est intéressant, c'est que si j'avais rajouté les lunettes, il n'y aurait aucun doute. Il y aurait aucun doute. Pourtant, les lunettes, c'est un dispositif de compensation, et si moi j'ai pas mes lunettes, je peux vous dire que je vais être en difficulté pour pour être performant dans mon contexte professionnel. Mais les lunettes, elles semblent pas euh, poser le même type de problème. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que le tiers-temps, par exemple, ça génère, alors même que c'est quelque chose qui est vraiment démocratisé et accepté, ça génère quand même un petit doute autour de, de la comparabilité. Et donc, c'est comme si c'était un peu au cœur de ce problème-là. Euh, et donc, on a voulu, dans un dernier point, essayer d'articuler ça euh, avec notre fonctionnement du système éducatif. Et je vais faire appel à des choses que certains ici connaissent probablement encore mieux que moi. Finalement, j'ai évoqué que ce rôle de l'école, il était clé autour de cette question de la comparaison et que ça se traduisait en fait par des évaluations d'une nature différente et d'une conception de l'évaluation qui est différente, avec d'un côté euh, la fonction de sélection qui inviterait à une évaluation plutôt normative, qui permet effectivement de comparer les élèves entre eux, et la fonction de formation qui induirait plutôt une évaluation formative et donc centrée sur les apprentissages. Et quand on a essayé de lier ça dans un modèle, voilà les hypothèses qu'on a formulées. En fait, l'évaluation normative, elle devrait amener à avoir une conception de l'évaluation comme étant normative, ça devrait amener à une perception de justice moindre parce que ça devrait amener à une comparabilité plus faible. À l'inverse, un collègue ou une collègue qui aurait une conception formative, ben, ça ne viendrait pas menacer la justice perçue parce que ça ne viendrait pas menacer la comparabilité. Donc, on a fait une dernière étude et la différence par rapport aux études précédentes, c'est qu'on s'est basé sur le formulaire d'aménagement de l'Académie de Clermont-Ferrand qui est proposé. Et on l'a fait que auprès du second degré, cette étude avec un peu moins de participants. Mais donc, on a pris les aménagements tels quels. Parce que pour l'instant, c'était un petit peu choisi, pas, c'est pas, on avait choisi à l'aune des aménagements les plus connus, mais là, l'idée, c'était vraiment d'ancrer écologiquement l'étude. Et donc, on leur a demandé de se positionner sur les différents aménagements qui existent, qu'on a rassemblés dans un second temps, en aménagement sur le temps et l'espace, des aménagements techniques, des aménagements en termes d'aide humaine et des aménagements en termes de dispense. Et donc, on va retrouver et on a mesuré, pardon, les conceptions de l'évaluation des enseignants à l'aide de votre échelle, Elisabeth, hein, avec des items pour mesurer la conception normative de l'évaluation et des items pour mesurer la conception formative de l'évaluation. Ce qu'on a montré, c'est la même chose que dans les études précédentes, à savoir pour la plupart des aménagements, une justice perçue plus importante que la comparabilité. Donc l'aide humaine, par exemple, et la dispense, même l'aide technique, ça semble, alors que c'est bien accepté, c'est perçu comme juste, ça semble générer des différences en termes de comparabilité. Et ce qui nous intéressait, c'était ensuite de lier ça aux conceptions de l'évaluation. Et là, ce qu'on va trouver, et c'est un peu étonnant, mais c'est plutôt une bonne nouvelle,
On va bien trouver un lien négatif entre évaluation normative et justice, mais ce lien, il est que tendanciel. Euh, En revanche, on ne va pas trouver de lien entre évaluation normative et comparabilité. Et ce qu'on va trouver, c'est que c'est surtout l'évaluation formative qui constituerait un levier, puisque c'est surtout celle-ci qui permettrait de protéger, entre guillemets, de cette question de la comparabilité. Dit autrement, plus les collègues ils ont une conception formative de l'évaluation, plus ils considèrent que les aménagements autorisent la comparabilité et plus ils les trouvent justes. Donc, en tant que formateur d'enseignants, pour moi, ça me fournit un vrai levier de réflexion. On n'arrête pas de dire qu'il faut qu'on fasse la promotion de l'évaluation formative. Là, on a une autre bonne raison de faire la promotion de l'évaluation formative, c'est qu'a priori, ça génère moins de rejets pour la mise en place des aménagements. Alors, euh, je vais avancer un peu parce que je voudrais vous montrer juste les derniers résultats qu'on a, parce que jusqu'à présent, on s'est intéressé à la question de comment ça modèle la pensée à travers les croyances que l'on a en termes de perception, etc. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi de voir comment ces aménagements et cette évaluation, elle se traduisait dans l'évaluation des compétences. Et donc, en fait, on a un projet en cours avec un postdoctorant Fabienne Muller, dans lequel on s'est interrogé et dans une grosse étude auprès de 850 enseignants en formation et titulaires sur ce que produisaient ces aménagements en termes de jugement de compétences de la part des élèves et de maîtrise des compétences perçues par les élèves. Donc, on a créé une situation fictive à travers destinée à des enseignants du premier degré, où on a pris des éléments issus des évaluations nationales. On a créé deux évaluations et on lui a demandé de corriger, pas de corriger les copies, ça aurait pris trop longtemps, mais d'estimer le niveau de maîtrise de l'élève. Et donc, on lui présentait une première copie dans laquelle on avait matérialisé les erreurs par des croix rouges. Il y avait plus d'exercices que ça, mais là, je ne pouvais pas vous mettre tout. Et une seconde copie où on expliquait que on a un élève, il avait un élève avec un trouble déficitaire de l'attention et à qui l'enseignant, pour compenser, avait demandé de ne faire que les deux premiers exercices de chaque, deux premiers items de chaque exercice. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a conservé le même ratio erreur. Donc il y avait 20 réponses à donner, il y avait 8 erreurs dans le cas de Léo, et il y avait 4 erreurs sur 10 dans le cas de, je ne sais plus comment il s'appelait, de Lucas. Et ce qu'on a demandé, c'est simplement, sur la base de ces différentes compétences qui sont multiples, hein, c'est pas les mêmes. Je vois Frédéric, alors il va s'étrangler si je fais un amalgame de compétences associées à ces différentes tâches. Il y avait aussi des problèmes, des résolutions de problèmes. Euh, on leur a demandé, mais est-ce que tu penses que sur la base de ces résultats, ils maîtrisent plutôt les compétences attendues dans le cadre de cette évaluation? Et ce qu'on a trouvé, c'est une différence significative qui va pointer qu'à ratio d'erreurs équivalentes, en fait, on va avoir une supériorité de la compétence de l'élève ordinaire. Donc, c'est comme si l'aménagement, il était venu minorer la compétence de l'élève avec un TDAH. Et ce qui est intéressant, particulièrement intéressant, c'est que cette différence, elle est dépendante de la perception qu'ils ont de la justice de cet aménagement. C'est-à-dire que plus ils perçoivent que c'est juste de donner une demi-exercice à l'élève TDAH, moins ils font de différence. Alors, il faut quand même encore une différence, hein. C'est pas parfait, hein. On aurait bien aimé que ce soit zéro, mais ça l'est pas. Il faut encore une différence significative entre les deux copies, mais quand même, je vous alerte qu'il y a près d'un demi-point de différence sur la copie. Alors, ça peut paraître pas beaucoup, mais quand même, il faut pouvoir le justifier. Et on retrouve la- le même effet sur la perception de compétences de l'élève quand on leur demande est-ce qu'il est capable, compétent, etc., avec une supériorité de l'élève qui n'a pas de besoin éducatif particulier par rapport à l'élève qui en a, et un effet qui est modéré par la conception de la perception de justice de l'aménagement. Donc en fait, pris ensemble, ce que ces résultats traduisent, c'est que alors même que les aménagements en fait doivent contribuer
à réduire les inégalités, c'est comme ça qu'ils sont pensés et promus. euh, En fait, il y a une résistance associée à ces aménagements qui peut précipiter à maintenir ces inégalités parce que ces aménagements ils seraient perçus comme injustes, comme ne permettant pas la comparabilité entre les performances des élèves. Donc c'est quand même préoccupant de se dire qu'il y a un dispositif qui existe pour réduire les inégalités, mais qu'en fait ce dispositif, il serait peu opérant parce que, à mon avis, il n'est pas assez accompagné. Il n'est pas assez accompagné parce que je crois raisonnablement que tous les collègues sont de bonne composition et de bonne intention, mais qu'ils ne savent pas ce que ça veut dire que d'avoir un aménagement. Euh, c'est peut-être la faute à nous en tant que formateurs, où ces éléments-là sont trop absents de la formation, hein, euh, initiale comme continue des enseignants, mais je pense qu'il y a une vraie méconnaissance, alors que pour le coup, il y a une littérature très dense sur cette question-là, notamment portée par les collègues américains au début des années 2000, parce que à travers la pratique des tests standardisés pour entrer à l'université, c'était une question extrêmement vive. Comment est-ce qu'on assure l'équité entre les élèves? Et donc, on s'est posé la question, mais est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pas juste? Alors, c'est assez marrant parce que du coup, quand on en parle avec des collègues américains, ils trouvent que cette question, elle est plus vraiment d'actualité, alors que pour nous, elle est quand même encore relativement vive, hein. Euh, et donc, il y a un vrai enjeu à travailler autour des aménagements. J'arrive déjà au bout du temps. Alors, ce que j'aimerais, peut-être ce sur quoi j'aimerais finir, euh, c'est euh, c'est de réfléchir, mais finalement, ces aménagements dont on sait qu'en fait, ils ne procurent pas d'avantages indus. Ça, je veux que ce soit clair. La littérature, elle est évidente là-dessus. Ça ne permet pas aux élèves en situation de handicap ou à besoins éducatifs particuliers de réussir de manière injuste un aménagement. Bah, du coup, pourquoi est-ce qu'en fait on le raisonne pas dans le collectif, cet aménagement? Les collègues, les collègues qui, quand on a les surveillances d'examen, vous savez, il y a toujours le tableau, on doit s'inscrire. Là, en tout cas, nous, c'est comme ça fonctionne. Je crois qu'une partie de mes collègues regardent d'abord s'il y a un tiers-temps dans la salle pour pas avoir une surveillance qui dure plus que de raison. Et moi, la question que je pose, c'est, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on continue de lui donner un tiers-temps? Qu'est-ce qu'on sait en en 2h40 qu'on ne sait pas en 2 heures? Est-ce qu'on ne pourrait pas obtenir la même information sur une évaluation d'1h20 et on propose à tout le monde 2 heures pour réaliser cette évaluation? Et cette idée de perspective universelle, elle fait écho aux résultats de recherche puisqu'il montre que précisément tout le monde bénéficie. Quand on donne par exemple un tiers-temps à tout le monde, ben, tout le monde démontre davantage ses compétences. Donc ça ne change pas rien dans la hiérarchie entre les élèves, mais au moins, en tant qu'enseignant, on sait si les élèves maîtrisent davantage, enfin si les élèves maîtrisent la compétence qui a été apprise. Et donc cette perspective universelle, elle implique d'arriver à anticiper ces barrières associées au choix pédagogique que l'on fait pour formuler une réponse la plus accessible possible pour tout le monde. Euh, et une collègue anglaise a fait une série de recommandations autour de cette question d'une conception plus universelle en disant, en fait, il est possible de faire une évaluation juste et équitable pour tous les étudiants dans le contexte inclusif, tous les étudiants ou tous les élèves. Il y a trois conditions. Premièrement, être sûr de ce qu'on évalue. Et ça paraît, on le sait, trivial, mais en fait, on sait bien que c'est pas aussi trivial que ça. Parce que quand on demande aux collègues, mais qu'est-ce que tu voulais évaluer là par ce choix-là, bah, les collègues, ils savent pas toujours le dire avec précision parce qu'ils vont mélanger le comportement, les progrès de l'élève et puis la maîtrise effective de la tâche. Choisir une adaptation qui ne rentre pas en contradiction avec la compétence visée. Parce qu'en fait, le nœud du problème, il est aussi là. Je vous donne un exemple. Euh, un collègue qui voudrait évaluer la maîtrise de l'imparfait et qui choisit la dictée, s'il veut en même temps évaluer euh, la, la capacité à produire de l'écrit sur un temps donné, ben en fait, c'est sûr qu'il peut pas choisir de l'oral parce que nécessairement, il y a une compétence scripturale qui va être évaluée. Et donc, il faut réfléchir à ce que je veux évaluer parce que ça me permet de choisir un aménagement qui ne rentre pas en contradiction avec ce que je veux évaluer. Et puis, et ça c'est encore une difficulté
sur le terrain, c'est aussi de s'appuyer sur les partenaires. C'est-à-dire que dans le contexte de la scolarisation inclusive, on a des personnes ressources qu'on forme à travers le KPI, qui sont les enseignants spécialisés, et qui ont des compétences autour de ces aménagements, qui parfois les mobilisent même au sein du dispositif Ulysse lorsqu'il est dans l'école, et qui peuvent être des personnes ressources pour aider à construire une évaluation qui n'entre pas en contradiction avec les compétences visées. Voilà. Pardon, j'essaye de respirer. J'arrive au bout du temps et c'est important pour moi. Je vous remercie de votre attention. J'espère quand même que ça aura été clair et je suis ravi d'échanger avec vous à partir de maintenant. Merci, merci beaucoup, Michael. Eh bien, j'espère que je t'ai pas trop stressé et te fait speeder Non, je, et qu'on non, était. je suis un peu rigide sur mon propre temps. Ah oui, voilà. Voilà, merci en tout cas beaucoup. Eh bien, la place aux réactions, voilà, questions, n'hésitez pas. Voilà, par le biais du chat et aussi en levant la main. Vous n'êtes pas si nombreux, donc ça peut effectivement peut bien y arriver à échanger sans problème. Voilà, n'hésitez pas à vous lancer. Je sais que la première question est tard d'arriver toujours, mais on patiente. Oui, Frédéric. Ouais, je veux bien me lancer. Merci Miguel pour la présentation qui était très claire et qui m'a emmené sur des territoires que je connais pas forcément et sur des méthodologies aussi. Au moment de conclure, vous évoquez la question des enseignants spécialisés, des personnes ressources. Est-ce qu'il y a eu des études de ce type sur la perception des aménagements sur des groupes d'enseignants spécialisés? Parce que finalement, on aurait peut-être aussi des surprises à ce niveau-là. Ou est-ce que c'est des Alors, pistes d'études à amener? non, je pense que c'est une piste d'étude, à mon avis, parce que j'ai pas connaissance de travaux spécifiquement sur les enseignants spécialisés sur cette question-là. On a déjà eu des surprises sur le soutien à la mise en œuvre de l'éducation inclusive chez les enseignants spécialisés. Et je pense que si l'hypothèse générale est vraie que, en fait, ces mauvaises croyances euh, et ces mauvaises connaissances, pardon, des aménagements se retrouvent chez les enseignants ordinaires, j'ai pas de doute à penser que on les retrouverait en partie chez certains enseignants spécialisés. En plus, avec un ancrage pour certains qui disent que l'évaluation, ça ne doit pas faire partie du parcours de l'élève, parce que en fait, cette évaluation, elle est maltraitante, et donc, je serais pas surpris qu'on ait des résultats effectivement pas aussi bien que ce qu'on espère. Alors, j'espère qu'en tout cas, pour les enseignants spécialisés que j'ai contribué à former, j'ai pu leur permettre de porter une vision un peu différente. Mais oui, effectivement, je pense que c'est une piste de recherche intéressante que de voir chez eux ce ce qui pourrait nous dire de ces aménagements. Surtout si on leur attribue une fonction ressource, comme Mm. Oui, actuellement en surtout si France. on attribue cette fonction ressource, effectivement. Merci. En tout cas. Merci, Frédéric. Eh bien, d'autres questions? Euh, Oui, quelqu'un qui doit nous quitter, il s'excuse et vous remercie pour la présentation très intéressante. Christophe Gremion, aussi le président de l'ADME, s'excuse, il a dû nous quitter, mais peut-être il va revenir. Voilà, l'enregistrement quand même va nous aider. Mm. D'autres questions? Voilà, j'essaie de vous transmettre chaque fois les informations via le chat. Agnès? Ouais, Oui, moi allez. j'ai une question concernant spécifiquement les mathématiques. Est-ce que vous auriez des ressources spécifiques? Parce que je sais que j'ai bien entendu que vous étiez un spécialiste. Pour les mathématiques, est-ce que vous avez des éléments précis, voilà, des choses assez Vous voulez, ciblées déjà, j'ai envie de dire. vous voulez dire sur les aménagements d'examen? Oui. Non, moi je suis pas spécialiste de mathématiques. Peut-être on pourrait faire un travail en commun avec Frédéric sur ces aspects-là. Mais en fait, moi j'ai surtout étudié à un niveau général cette question des aménagements. Mais et d'ailleurs, dans les travaux issus de la recherche internationale sur ces questions-là, c'est aussi euh, plutôt à un niveau général pour ceux que je connais. Euh, mais il y a là, pour le coup, un travail, à mon avis, très important à faire en coopération entre justement
les collègues qui sont spécialistes de la discipline et des collègues qui sont plus spécialistes de ces questions des aménagements. Parce que si je pense à une collègue qu'on a accompagnée en formation continue qui était professeure de collège-lycée en mathématiques, effectivement, elle n'avait jamais raisonné ces aspects-là. Elle me disait qu'elle n'avait jamais pensé autour de ces aménagements et comment elle pouvait faire varier. Mais c'est aussi dû, à mon sens, et je suis désolé parce que je mesure que je réponds pas à votre question, mais c'est parce que je suis pas capable d'y répondre. Mais déjà, cette question de l'entrée sur la quantité de travail, par exemple. Euh, Souvent en formation dans le second degré, ce que je prends, c'est que je prends 3 exercices sur les identités remarquables et je leur dis, ben voilà, ça c'est l'évaluation pour aujourd'hui euh, et, euh, j'en coupe la moitié et je leur demande, mais est-ce que c'est plus facile de résoudre les équations maintenant qu'il y en a la moitié ou est-ce que c'est toujours aussi dur? Et en fait, la réponse est évidemment, ben non, intrinsèquement, on n'a pas changé la difficulté associée à la résolution des premières, c'est juste que peut-être, effectivement, il y a un temps qui est différent. Mais rien que ce type de réponse-là, qui permettent d'installer les élèves dans une, dans un contexte qui est plus favorable, à mon avis, elles peuvent être mobilisées. Parce qu'encore une fois, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que me permettent 15 équations du second degré par rapport à 7? Est-ce que avec 7, je ne sais pas si l'élève il sait faire ou pas faire? Là, je fais appel si vous posez cette question ciblée, c'est peut-être que ça résonne particulièrement pour vous, mais en fait, moi, pour moi, la réponse, c'est on sait, en fait. On sait avec 7 si l'élève, il a compris le truc ou il n'a pas compris le truc. Le problème, c'est qu'on a une représentation de cette quantité de travail comme étant un élément clé, parce que justement, il faut faire des efforts, il faut bûcher, etc. Et que du coup, ça me permet de. Mais en fait, non, en termes de docimologie, je ne pense pas que ça permette de mieux identifier le niveau de maîtrise. Euh, et généralement, quand je le fais sur la dictée. Dans les études qu'on a pu faire, je le fais sur la dictée, avec la maîtrise de l'imparfait dont je parlais tout à l'heure. Ben, en fait, c'est pareil, corriger qu'est-ce qu'on ne sait pas avec 10 verbes à remplir par rapport à 20 verbes. Bah, très honnêtement, moi je pense qu'on sait la même chose. Et donc on a un peu cette représentation de la quantité comme étant un élément discriminant, mais moi je pense raisonnablement que ça, c'est une première entrée qui pourrait être satisfaisante. Ensuite, il faut quand même aussi mesurer qu'on a un rapport à l'écrit qui est particulièrement ancré dans notre pays, hein, cette culture de l'écrit, de la belle langue. Et donc, on a l'impression que faire des évaluations par oral, ce serait aussi dénaturer la compréhension qu'on peut avoir des connaissances des élèves. Euh, Là, nous, à l'université, ben, on y est tous confrontés à travers l'utilisation de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on évalue à travers euh, un mémoire de recherche? Ben, il y a des collègues, j'ai vu, qui se sont positionnés très clairement, euh, qui disent, ben non, nous, on va évaluer 100% sur l'oral, le mémoire sur l'oral. Mais on est obligé de passer à ce moment-là parce qu'on y est contraint et forcé. Mais je pense qu'on pourrait avoir une culture de l'évaluation par l'oral, même en mathématiques, qui serait beaucoup plus saine que ce rapport au contrôle écrit qui est institué, comme c'est le cas. Donc voilà, j'ai l'impression que ces quelques niveaux de réponse qui sont des éléments de pédagogie générale sont déjà, à mon avis, avant des réponses extrêmement spécifiques aux mathématiques, des éléments qui pourraient être mobilisés facilement. Si. Merci, merci, Michael. Il y a une question. Oui. Alors, dans le chat, vous avez parlé d'évaluation formative, normative dans un souci de justice, voire d'équité. Mais quelle place l'auto-évaluation peut-elle jouer dans une logique inclusive? Bah alors, j'y avais jamais pensé. Je vous remercie pour cette question parce que je la trouve vraiment hyper intéressante pour moi. En fait, les premiers éléments que ça m'évoque, c'est en fait l'intérêt de l'auto-évaluation, c'est c'est notamment l'explicitation des compétences que l'on vise à travers une grille précise qui permet à l'élève de s'auto-évaluer.
Et donc, de ce point de vue-là, en fait, ça pourrait représenter une solution parce qu'effectivement, ça rend peut-être moins saillant la comparaison entre les élèves et ça déplace la responsabilité de l'enseignant dans cette perspective de sélection. Donc, ça pourrait être une réponse qui serait tout à fait satisfaisante, euh, à une condition, c'est que le guide d'auto-évaluation soit accessible lui-même. C'est-à-dire que, en fait, si euh, c'est clair dans la tête de l'enseignant, ce qui est évalué et comment s'auto-évaluer, c'est bien. Mais s'il arrive à le retranscrire pour permettre à tous les élèves, y compris ceux qui présentent des difficultés cognitives, bah, c'est encore mieux. Donc en fait, je pense que c'est vraiment un élément qui serait vraiment intéressant à la condition que l'élément soit très accessible, parce que sinon on pourrait se retrouver dans une situation où l'élève il ne sait pas comment se positionner par rapport aux critères, parce qu'il n'a pas compris quels étaient les critères et comment est-ce qu'il peut juger les critères. Donc voilà, de l'explicitation, mais c'est une bonne idée. Je ne sais pas si je réponds. Merci, Michael. Euh, pour la collègue, elle peut s'exprimer aussi. Est-ce que vous voulez compléter quelque chose? C'est bon, merci. Merci. D'autres réactions, questions? N'hésitez pas, hein. Moi, j'aimerais bien poser une Oui, question. oui, Si vous voulez, dans le cadre d'une école, de n'importe quelle école, il y a bien sûr plusieurs types d'évaluation à utiliser, si vous voulez, dans le cadre de l'enseignement. Mm. C'est pour ça que le mot évaluation, comme ça, comme terme générique, moi, au début, j'étais un peu, ça veut dire, je me suis dit que pourquoi on parle pas tout de suite de l'évaluation formative? Parce que ça, voilà. Parce que ça, si vous voulez, ça convient très bien à faire ce type d'évaluation dans le cadre d'une école inclusive. Parce que l'essentiel, si vous voulez, c'est surtout comment dirais-je, ça veut dire la comparabilité, c'est de l'élève par rapport à lui-même, c'est pas par rapport aux autres. Mm. Ça veut dire par rapport au progrès qu'il a effectué durant l'année scolaire, etc. Alors c'est pour ça que euh, ça veut dire, moi j'étais là un peu, il y avait un peu de confusion dans ma tête que pourquoi vous avez parlé de l'évaluation comme terme comme ça, avec un terme générique, comme on a dit, qui englobe plusieurs types, Mm. parce qu'il y a plusieurs types d'évaluation. Et dans une école inclusive, quels sont les types d'évaluation, si vous voulez, à favoriser? Et voilà. Moi, alors, ce qui me semble transparaître de mes résultats, c'est qu'effectivement, cette évaluation à visée formative, c'est une réponse satisfaisante pour permettre la mise en œuvre de ces aménagements, si j'en crois les données qu'on a collectées. Pourquoi est-ce que je parle d'évaluation générique? Ben, avec le niveau générique, c'est parce que précisément, je crois que dans le quotidien professionnel des enseignants, ces différentes formes d'évaluation qui peuvent exister, ben, en fait, elles, elles, elles résonnent différemment en fonction des moments et que quand on est au milieu d'une séquence et qu'on veut faire un point sur le niveau de compréhension des élèves, on peut effectivement être plus engagé sur une évaluation formative où là, effectivement, ça va nous aider à réguler l'apprentissage ou même les aider à réguler leurs pratiques et leur comportement vis-à-vis des apprentissages. Mais si on pense au cas des évaluations nationales, par exemple, bah là, les collègues, participent d'un système, mais à quoi visent ces évaluations? Bah, c'est des évaluations diagnostiques, hein. Donc, ils sont confrontés à des réalités très très différentes. Euh, et si on pense à des enseignants du second degré qui doivent avoir des notes pour les contrôles continus, etc., ou pour voilà, bah, en fait, dans ces contextes-là où la note elle compte, ben ça devient plus difficile de mobiliser, d'être dans un état d'esprit d'évaluation formative. Mais si vous me demandez, moi, évidemment, je pense, et les données, elles soutiennent ça par ailleurs, que ce contexte d'évaluation formative au service des apprentissages, c'est vraiment le levier pour réduire, en tout cas, la discrimination subir, que peuvent subir certains élèves en raison de leurs aménagements.
bien sûr, ça veut dire surtout prendre en compte le progrès effectué beaucoup Exactement, de la exactement. note par rapport aux compétences qu'il a. Merci. Mais il y a un biais peut-être pour compléter en lien avec ce progrès, hein. Enfin, les travaux en psychosocial ont bien éclairé ce phénomène. Le problème, c'est que en fait, on fait de la comparaison sociale en permanence et nos élèves, nos étudiants, à la première information qu'ils ont, le premier réflexe qu'ils ont, c'est de se comparer. Et nous aussi, en tant qu'enseignants-chercheurs, si on a un indicateur de performance, qui est, ben, on va se comparer parce que ça nous aide à apprendre quelque chose sur nous-mêmes. Et donc, la prégnance de ces mécanismes de comparaison, il met aussi les collègues en tension. C'est-à-dire que ils voudraient pas. Je crois que euh, ici, tout le monde voudrait que, au moment où on fait un feedback aux étudiants, ils se comparent pas les uns avec les autres, hein. Mais en fait, on n'a pas la maîtrise de ces aspects-là, et donc ça veut dire que les collègues, on doit, enfin, les collègues, je dis les collègues, je vais dire nous, on doit naviguer entre ces différentes formes d'évaluation en permanence. Moi, je vous partage une anecdote. Je faisais un cours de psychosocial de l'éducation avec que des enseignants maîtres formateurs dans un master, donc des gens qui ont déjà bien réussi leur parcours professionnel. Et j'avais une grille très claire d'évaluation. Puis c'était des évaluations en binôme et mes notes, elles allaient, c'était un petit master, elles allaient il y avait 4 groupes, de 15 à 19. Et en fait, j'ai dû recevoir celles qui ont eu 15 parce qu'elles étaient déçues par rapport aux autres, parce qu'elles avaient la plus mauvaise note. Et je leur ai dit, mais attendez, qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? 15, vous avez satisfait aux 3 quarts des attentes qui étaient les miennes. Ça veut dire que vous avez bien fait la tâche. Mais en fait, elles n'étaient pas capables de se servir de ce feedback sur un standard absolu de maîtrise de la tâche parce que la science de la comparaison avec les autres entravait la qualité de ce feedback-là. Donc, on est tout le temps en train de naviguer entre ces différentes formes d'évaluation malgré nous, parfois, et parfois pas malgré nous. Et donc, ça crée cette tension et ça cristallise la tension pour les collègues et pour et pour les aménagements d'examen, du coup. Il faut changer les entrées. Alors, l'entrée, c'est si c'est par le progrès et pas par la note. Et surtout, si noter tout ça dans le portfolio, ça pourrait peut-être aider les enfants à aller plus loin. Oui, mais je pense quand même que, en fait, à chaque fois qu'on prend un indicateur, les enfants, ils sont malins. Ils arrivent aussi à pouvoir se comparer dans le progrès. Mais oui, oui, je suis d'accord. En tout cas, que s'il y avait un état d'esprit différent autour de ces objets d'évaluation, euh, ça probablement réduirait cette tension que j'ai essayé de vous mettre en évidence. C'est l'entrée par la réussite. Voilà, c'est un peu ça. Merci, merci beaucoup. Merci, merci Madame Assaf, merci. Oui, bonjour. Oui, Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. oui, Je suis formatrice en Belgique, donc formatrice d'enseignants, et je forme sur l'évaluation au service de l'apprentissage. Voilà, je relève très fort cette tension entre enfin, la comparabilité que les enseignants veulent toujours avoir entre leurs élèves et cette envie de changement par rapport à la posture de l'évaluation, à la posture de l'évaluateur. Donc, dans le début de votre exposé, c'est quelque chose que je ressens très fort sur le terrain. Et je voulais savoir si, voilà, en tant que formatrice, est-ce qu'il y avait des dispositifs qui auraient plus d'impact sur les enseignants pour pouvoir trouver euh, que différencier, ça reste quand même quelque chose de juste. Voilà, on a souvent des débats avec les enseignants de terrain, notamment par rapport aux moyennes aussi qu'ils font et qu'ils répertorient dans leur bulletin sur des élèves qui auraient échoué à une première évaluation et puis qu'ils auraient approfondi l'apprentissage, ces élèves-là, ils le réussissent, mais malgré tout, dans le bulletin, ils font la moyenne des évaluations échouées et celle des évaluations réussies. Et donc à ça, je leur demande, tiens, pourquoi est-ce que vous tenez compte de l'échec précédent, puisque l'objectif, c'est de voir si l'élève
a acquis l'apprentissage, a atteint l'objectif d'apprentissage visé. Et malgré tout, ils me disent, ben non, je trouverais pas ça juste pour les autres de ne pas compter cette évaluation en échec. Donc c'est pas au niveau de la différenciation, là même, c'est au niveau Mm. d'une moyenne. Ils ne trouveraient pas ça juste. Ouais. C'est vraiment une tension que je rencontre aussi en tant que formateur d'enseignants. Alors, je vais plutôt prendre ma casquette de formateur d'enseignants que de chercheur ici, même si c'est difficile Mhm. de les distinguer, euh, pour vous dire, pour vous faire un partage d'expérience peut-être sur comment moi j'essaye, en tout cas modestement, d'infléchir ça, en sachant que je pense que parce qu'il n'y a pas de dispositifs pour le coup qui ont fait la preuve de leur efficacité de manière très claire. Mais moi, ce que j'essaye de faire, en tout cas, c'est de faire un vrai contenu de cours autour de ces aménagements, de ce qu'ils sont, de ce qu'ils produisent. Parce qu'il y a toute une littérature, notamment dans le contexte anglo-saxon, hein, qui a vraiment investigué de manière expérimentale ce que ça produit, ces aménagements d'examen, et ce que ça produit sur la performance. Et en fait, j'ai le sentiment que ça démystifie, en fait. Ça démystifie. Alors, je suis pas sûr qu'on règle 100% le truc, hein, parce que euh, ce que vous dites, par exemple, sur le fait qu'ils vont compter la moyenne de l'échec, on peut se dire, mais c'est vraiment dévoyer le dispositif Mhm. d'évaluation qu'ils ont mis en œuvre, hein, parce que ça n'a aucun Mhm. sens. Enfin, soit on passe un contrat avec eux en disant, tu peux échouer, et puis on va refaire, et puis et on respecte le contrat, soit on le respecte pas, mais dans ce cas-là, autant pas s'ennuyer à faire une deuxième évaluation. Euh, Mhm. et donc pour moi, le travail que j'essaye de faire, c'est vraiment de construire ces contenus de cours sur la base des données qui ont été récoltées et qui mettent en fait relativement en lumière ce que j'ai essayé de dire à la toute fin, à savoir que en fait, euh, c'est bien quand ça produit un bénéfice pour les élèves en situation de handicap, mais en fait, c'est pas si clair que ça produit toujours un bénéfice. Mais ça, c'est valable pour tous les aménagements. C'est-à-dire que, en fait, l'autre problème, c'est qu'on croit qu'à partir du moment où on a mis en place un aménagement, l'élève, il va s'en emparer. Mais en fait, on sait très bien que, par exemple, sur le tiers-temps, ben, ça résonne Mhm. pas. Nous, on a un examen, on a des professeurs documentalistes, là, ils ont un examen qui est de 6 heures. Je savais même pas que c'était Mhm. autorisé de faire un examen de 6 heures. Et donc, un Mhm. tiers-temps de 6 heures, je vous laisse compter. Ouais. Ça veut dire, ils passent la journée. Bah, bizarrement, il y a personne qui prend le tiers-temps sur Mhm. cette épreuve-là, hein, parce que, en fait, ça n'a aucun sens. Et, Ça me fait et donc, penser à mon fils qui a eu un examen en fin de secondaire, la dernière année avant l'école supérieure. Il est dyscalculique et dyslexique et donc il avait droit au tiers-temps. Et du coup, il avait des journées d'examen de 7 heures. Voilà, aberrant. bah ouais, c'est aberrant parce que sur le plan cognitif, Mhm. sur le plan émotionnel, ça n'a aucune résonance. Donc, en fait, le problème, il est aussi là, c'est de démystifier et de se dire que, en fait, souvent, l'aménagement, il n'est pas non plus un levier pour l'élève en lui-même parce que c'est pas Mhm. la bonne réponse pédagogique. Et donc, en fait, normalement, c'est de la dentelle, la pédagogie. C'est pas juste plaquer un truc, mais à minima, essayer de leur montrer ce que ça produit, et notamment de manière subtile de leur montrer que ça inverse pas le rapport entre les étudiants, les élèves en situation de handicap et les autres, qui est un rapport quand même où en moyenne les élèves qui sont pas en situation de handicap sont plus performants, de leur montrer que ce rapport-là il s'inverse pas. Généralement, ça permet déjà de cheminer en se disant ah bah c'est peut-être pas si grave. Voilà. Mhm. En tout cas, c'est ce que moi j'essaye de faire parce que sinon, et puis l'autre truc que j'essaye de faire, c'est de les mettre vivement, j'insiste sur le mot vivement, face à leurs contradictions. En disant Mhm. ce que vous décriviez, en disant mais en fait, pourquoi, où est-ce que dans ta professionnalité, où est-ce que ça te positionne ça? Mhm. Et, et c'est difficile parce que ça veut dire que peut-être aussi sur cette deuxième évaluation qui vont compter quand même dans la moyenne, peut-être qu'il faut les amener à penser cette deuxième évaluation différemment et pas juste la duplication parce que si c'est juste pour Mhm. avoir un effet d'entraînement, c'est pas non plus utile, hein. Euh, Ouais. et c'est peut-être là-dessus qu'il faut pouvoir travailler avec eux en disant bah, comment on réinterroge le construit que tu veux mesurer mais d'une manière différente. Et, et, et ça, je suis pas sûr, en tout cas pour les pratiques auxquelles je pense, je suis pas toujours sûr que ce soit fait comme il faut, cette Mhm. interrogation.
Non, tout à fait. Et j'entendais que vous les mettiez en pratique, ou en tout cas dans les recherches que vous avez fait, vous Mm. avez fait des mises en pratique, des mises en Ouais. situation. Je pense que ça peut être aussi un levier pour qu'ils se rendent compte. Ouais, en fait, c'est très drôle ça à faire parce que en fait, ils ont des. Donc, je leur demande, je les mets vraiment en situation comme vous le décrivez en formation, et je leur demande de dire à haute voix l'algorithme qu'ils ont utilisé, enfin la prise de décision. Et en fait, on se rend compte sur une tâche hyper cadrée, mais vraiment, hein, parfois, je cadre volontairement de manière super stricte, qu'il y a quand même des gens qui vont utiliser des processus de décision complètement hétérogènes. Et alors même que ça appelle simplement à compter un nombre de bonnes réponses, ben, ils vont aller inventer des trucs pour prendre leurs décisions et mettre une note. Et donc, en fait, les faire réfléchir sur ces pratiques-là parce qu'ils y ont été confrontés. Si vous voulez, je vous partagerai le matériel que j'utilise. Si ça vous intéresse, vous m'envoyez Mhm, un mail et je vous partagerai. Et en fait, c'est vraiment très drôle de les voir raisonner et après de confronter entre eux. De les voir mhm, confronter entre eux en disant, ah oui, mais pourquoi tu as tenu compte de ça? En fait, c'était pas attendu. Ah oui, mais non, mais on peut quand même pas faire ça si on n'évalue pas ça. Ben non, mhm. mais il nous a dit que c'était pas évalué. Et donc voilà, ça met toutes les tensions sur la table et c'est Oui, généralement c'est des pareil. moments assez intéressants. Ah oui, je suis preneuse.